les entends, ils arrivent. « 700 requins vivent au milieu du vaste Pacifique, autour d'une île invisible depuis l'espace, l'atoll de Fakarava, dans l'archipel des Tuamotu. L'atoll est une couronne de corail entrecoupée de brèches qui relient le lagon à l'océan. Les plus profondes sont appelées des passes. Et c'est dans la passe sud de Fakarava que se cache une densité unique au monde de requins gris. « 700. Ils sont 700 à fréquenter la passe. Cette vallée de corail classée réserve de biosphère par l'UNESCO. Pourquoi sont-ils si nombreux ? Qu'est-ce qui les pousse à se regrouper ? Pour résoudre cette énigme, une vingtaine de plongeurs et scientifiques se retrouvent. À leur tête, Laurent Balesta. À terre se monte le QG scientifique. Venu d'Australie, Charlie Huveniers, spécialiste des grands requins blancs. Avec Laurent, ils abordent les objectifs de la mission. Putain, c'est une bonne photo, celle-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où est la limite entre une vraie meute organisée et une anarchie totale. Là, je me dis que si c'était une meute de loups, les loups, on sait que c'est super organisé. Ouais. J'imagine qu'à ce moment-là, il y aurait une sorte de partage de la proie. Enfin, en tout cas, une priorité au chef de meute, ouais. Ensuite. Là, on voit quand même que, je ne sais pas s'il y a des tactiques de chasse ensemble, mais au moment où une proie est saisie, il y a un côté un peu chacun pour soi quand même. Ça a l'air de plus de se disputer plus qu'autre chose. Ouais. Qu'est-ce qui pousse ces requins à coexister ainsi? L'esprit d'équipe ou l'esprit de compétition? Se pourrait-il que la horde sauvage soit en réalité une meute organisée? L'œuvre centrale de notre QG, c'est ce qu'il y a dans ces caisses en bois. Une maquette de la passe, fidèle à ses moindres détails. Ça, c'est côté lagon, donc on va la mettre là-bas. La table est libre. Ouais, voilà. Par contre, elle est à l'envers, là. Il va falloir la retourner. Je sais pas, à chaque fois qu'on en prend une, vous dites c'est pas celle-là. Ouais, la suivante, c'est celle-là. Le maquettiste s'est appuyé sur les vraies courbes de niveau. Nous pourrons y reporter nos observations. Où les requins chassent, où ils se reposent. J'attends aussi de la maquette qu'elle réunisse l'équipe, que tous viennent y partager leurs idées. Et là, ça creuse. Pour moi, il faudrait le rehausser un petit peu là. Donc on fait ça en pente douce. Cette passe. 4 ans que j'y reviens. Et cette année, 50 jours devant nous et autant de nuits. Arpenter la vallée des requins, encore et encore, comme si l'aventure se nourrissait de routine. Percer le mystère des lieux, et puis surtout, tenir ses promesses faites à l'enfance. Quand j'étais gamin, je ne jouais pas aux cow-boys et aux Indiens, je jouais aux aventures du commandant Cousteau. Et finalement, aujourd'hui, à 40 ans passés,
Le jeu est devenu un métier, mais le rêve est resté le même. Tenter de résoudre des énigmes du monde sous-marin. Il me semble que le nombre de requins varie au cours de l'année. Mais quel est le signal qui les conduit vers la passe ? Je te prends ça 5 minutes, hein, Sané. Ok? Je te ramène. Ces requins m'obsèdent. Et pourtant, ce n'est pas pour eux que nous sommes venus ici il y a 4 ans, mais pour vérifier la rumeur d'un rassemblement de milliers de mérous qui viendraient ici se reproduire à la pleine lune de juin. Une pleine lune qui serait le signal qu'il faut aller pondre. La rumeur était fondée. Nos estimations établissaient même un record du monde, 18 000 mérous. On se doutait bien que tant de mérous seraient convoités par des requins. Mais ça a été un choc. Tellement nombreux, nous étions fascinés. Ce sont nos comptages, d'un bout à l'autre de la passe, sur à peine 1 kilomètre, qui ont révélé ce chiffre hallucinant de 700. 705 exactement. Tous ces requins dans cette petite vallée d'à peine 200 mètres de large. La plus grande densité au monde connue à ce jour. 2. 1, 2. Je suis pour 5 plus 3, 8. 700 requins, une armée silencieuse, alignée le long de la passe, impossible à embrasser d'un seul regard. Notre curiosité, plus grande que notre peur, nous a poussés à partir les observer la nuit. Ce qu'on s'est aperçu quand on a découvert les lieux, c'est que les requins qui étaient rassemblés en pleine eau la journée, tout à coup ils descendaient sur le fond, commençaient à marauder dans tous les sens sur le fond de la passe. On n'osait pas s'approcher de cette meute, on restait au-dessus, 10 mètres au-dessus, on l'a filmé de loin, on était là, les genoux sous les épaules, tellement on craignait tout ce qui pouvait dépasser de mâchoires de cette meute rassemblée comme une boule de requins impénétrable. On a commencé à oser descendre un peu sur les bords. On gardait toujours nos distances, mais on se rapprochait un peu du fond. Mais ça reste impénétrable. Qu'est-ce qui se passe ici, là, au plein milieu de la meute, quand on est autour? En étant à ce niveau-là, c'est arrivé quelquefois qu'on commence à se faire bousculer par les requins. Et on s'est aperçu que nous n'étions pas des cibles, nous étions juste des obstacles. C'est là qu'on s'est dit qu'il y avait un semblant d'organisation sociale. C'est là qu'on s'est dit qu'on avait l'impression de voir des stratégies chez les proies très différentes. Ça nous a fait naître plein d'intuitions. Moi, ce que je veux maintenant, c'est que ces intuitions se transforment en convictions, peut-être même en réalité scientifique. Laurent a 50 jours. Pour l'instant, il y a moins de 400 requins. C'est bien suffisant pour observer des attaques, en attendant la grande chasse de la pleine lune de juin. L'astre satellite devient le chronomètre de l'expédition. Un repère temporel pour les scientifiques et le métronome de la vie dans la passe de Fakarava. Le compte à rebours a commencé. L'équipe planifie les endroits stratégiques où poser 3 caméras de surveillance. Où vous voudriez qu'on mette les caméras? Donc on a dit peut-être une à l'entrée du canyon profond.
caméras de surveillance vont alerter les biologistes sur l'arrivée de bancs de poissons, sur la réaction des requins face à ces proies potentielles et sur l'augmentation éventuelle du nombre de requins. Ah, il y a Thibaut en train de finir les réglages là. Ouais, ils sont en train de la régler. Donc là, Cédric, mais bon, il la positionne. Oh, c'est pas mal ça. Les 700 requins ne sont pas là par hasard. Leur présence est liée à l'histoire de l'île. Connaître le passé géologique, c'est comprendre le présent biologique. Fakarava est né il y a 70 millions d'années. Aussitôt le volcan surgit du fond de l'océan Pacifique, les récifs colonisent le littoral. Très vite, l'île est ceinturée d'une couronne de corail. Au nord de l'île, l'eau douce des fleuves empêche le corail de s'installer, ce qui interrompt la barrière récifale sur 3 km de long. Le volcan, privé de son feu, disparaît en 2 millions d'années, tandis que le récif continue de pousser. Mais il porte encore l'empreinte des estuaires. Ce sont les passes. La passe nord amortit presque toute la puissance des marées. C'est pourquoi le courant résiduel qui traverse ici la passe sud est sans violence. Ce courant modéré est une chance. Il est assez faible pour que les coraux puissent s'y développer et les poissons s'y réfugier, mais assez fort pour engendrer un flux nourricier permanent dont tous bénéficient. Comme pour les poissons, le courant aide aussi les requins. Le jour, ils l'utilisent pour mieux se reposer, la nuit pour mieux chasser. La première réponse à l'énigme des 700 requins, c'est ce courant, miraculeusement bien dosé. Le courant permet aux requins de respirer sans effort. Il leur suffit de se placer face à lui. Cela demande moins d'énergie que de nager. Si le courant devient trop faible, les requins quittent la passe. Pour établir une carte 3D de leur déplacement, Laurent espère équiper les requins avec des puces électroniques et la passe avec des antennes réceptrices. En plus de Charlie Veniers, il a sollicité Yanis Papastamatiu, spécialiste des requins, et Johan Mourier, spécialiste des requins de Polynésie. La force du courant est variable. On sait à peu près où les requins se situent dans la passe et quelle est leur activité. En fonction de la force du courant, on peut vraiment voir leur comportement varier. Tout est basé sur l'état énergétique de l'eau dans la passe. Exactement. On a fait toute une série de tests. Il faudrait que les récepteurs soient à 100 mètres les uns des autres. Oui, c'est ça. Ce bout de corde représente environ 100 mètres, alors il ne faut pas qu'il soit trop près non plus. On peut le mettre ici? Oui, disons ici. Là, on essaie de trouver le meilleur endroit où placer les récepteurs acoustiques, aux endroits où les requins passent le plus souvent, où il y a une forte densité. On cherche aussi à en placer là où ils chassent de nuit, pour pouvoir ensuite comparer leur activité avec ce qu'ils font le jour. En général, il y a un grand banc de requins ici, qui s'étend sur tout ce secteur. Les récepteurs détecteront forcément quelque chose. Il y a souvent un petit banc de requins aussi à l'entrée de la passe. On peut donc imaginer qu'il y a une connexion entre les deux bancs. Super, il n'y a plus qu'à les installer maintenant. Cette mise en place se fait sous l'autorité du gouvernement polynésien. Les requins sont ici protégés par la loi.
La 22, c'est 1, 0, 1, 7, 9, 9. 1, 1, 3, 1, 2, 2. Ces 25 antennes vont recevoir le signal de nos puces électroniques implantées dans les requins. 3, 3, 4. On espère équiper 40 requins. En dessous, l'échantillon ne serait pas représentatif. Au-dessus, il y a un risque d'interférence qui fausserait les résultats. Les requins gris gardent leur distance. Comme nous, ils sont méfiants. Parce que ces prédateurs sont aussi des proies. Les proies du grand requin marteau. Les premières antennes réceptrices sont installées. Yanis, Johan et Charlie peuvent équiper les requins. Ils veulent savoir à quel moment les prédateurs se mettent en action. S'ils quittent parfois la passe, si certains restent ensemble, s'il existe des leaders et des suiveurs. Beaucoup de réponses viendront de ces puces électroniques qu'ils vont essayer de leur implanter dans l'abdomen. Si ça marche, ils pourront visualiser les mouvements de chaque requin, comme sur la démo de cet écran. Là, on voit les 3 axes. Par exemple, si le requin monte, la ligne rouge subit des variations. Si on avance, c'est la verte. Sur le côté, c'est la bleue. Voilà le type de données qu'on va récolter. Donc si le requin bouge la queue comme ça, Oui, on voit que la fréquence change. S'il accélère, elle bouge plus vite. exactement. On peut voir les variations. L'équipe dispose d'un autre outil plus précis, une caméra espion, bardée de capteurs, apposée sur le requin. Elle ira sur sa nageoire dorsale et ça nous permettra d'étudier son comportement, de mesurer à quelle profondeur se trouve l'animal et quelle est la température de l'eau. La caméra a une autonomie de 5 heures. On aura un visuel de tout ce que le requin verra. L'idée, c'est que Laurent essaie de placer le requin en immobilité tonique, sous l'eau. Le requin se trouvera grosso modo dans cette position. Là, comme ça, tu penses pouvoir fixer la caméra facilement ? Je ne sais pas du tout. On va essayer de voir si ça marche et sinon, on le fera à l'ancienne. En gros, quand on y sera, j'ouvrirai la pince. La caméra se greffera sur la nageoire dorsale comme ça. Il y a un ressort, donc elle exercera une pression. Ensuite, elle se détachera. Le requin sera libéré, il pourra partir tranquillement. La pince et la caméra seront reliées et sous 2 jours, le lien va se dissoudre. Ensuite, l'ensemble devrait se détacher de la pince et remonter à la surface. On la récupérera. Au bout d'une semaine environ, il ne restera plus rien sur le requin. Allez, on va essayer. C'est la première plongée pour Yanis, de nuit, au milieu de la horde. Ensemble, nous allons tester la pose de la caméra espion, en immobilisant un requin sous l'eau. Il y a 1 an à peine, cette idée me paraissait encore impossible. Les requins sont trop méfiants de jour, inapprochables. Nous sommes obligés de travailler la nuit, quand ils sont désinhibés par la chasse.
Avant nous, des chercheurs ont montré qu'un requin retourné sur le dos tombe en état d'hypnose, en catalepsie. Mais c'était sur des requins habitués et nourris par des plongeurs. Est-ce possible ici, dans cette excitation ambiante? Contre toute attente, ça fonctionne. Ce numéro de cirque peut devenir un protocole de science. On cherche un gros requin, alors j'invite Yanis à patienter. Chaque requin réagit différemment. Certains refusent l'hypnose, et c'est là qu'une morsure est possible. Yanis juge ce requin trop petit. Je le relâche. Et pendant que je cherche un requin coopérant, sous nos yeux se produit une chasse encore jamais documentée. Une murène de cette taille. Aucun requin gris ne l'attaquerait tout seul. Mais la horde, elle, s'autorise cette audace. Après 2 heures, on renonce. Fixer la caméra est trop compliqué. Il faut changer de méthode. T'as compté tous tes doigts, tu les as tous? Non, moi ça va, je fais mes gants. Vous savez, j'ai fait de la plongée partout dans le monde avec les requins, mais je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. C'était incroyable. Ah, je suis si content d'entendre ça de la part de quelqu'un comme toi. C'était dingue. Regardez sa tête. En 25 ans de plongée, j'ai dû assister à une prédation seulement 1 ou 2 fois. Et ici, tu sais même pas combien. J'ai arrêté de compter. Ouais, t'as arrêté de compter. Non, c'était incroyable. Je pense que c'était la meilleure plongée de ma vie. Par contre, selon toi, c'était pas le meilleur moyen de mettre ta caméra. On aurait pu le faire, mais si on ne réussit pas du premier coup, on ne peut pas recommencer. Tu n'aurais pas pu le tenir très longtemps. Je me suis rendu compte que j'arrive facilement à immobiliser les petits requins. Mais les grands, c'est à peine si j'arrive à les tenir. Ils bougent beaucoup trop. Et ce qu'on veut, c'est un grand. Oui. J'en avais un, mais il s'est libéré et il s'est jeté sur toi. Oui. Du coup, je suis resté immobile. Je bougeais plus et j'ai croisé les doigts. Ouais, là, on rigole, hein, mais ça aurait pu ne pas être drôle du tout. Les interminables plongées de nuit nous épuisent. À l'aube, le sommeil nous rattrape. Comme les requins, on se repose la journée. La lune, même cachée, continue sa course. Il nous faut être prêts pour l'arrivée des bancs de poissons que les requins attendent. À peine la sieste terminée, Antonin et Thibaut continuent d'équiper la passe d'antennes réceptrices. Au QG, Yanis décrypte nos premières images. Une hypothèse prend forme.
l'idée de duo de requins, des binômes qui chasseraient ensemble. Ici, à Fakarava, il y a tellement de requins et tellement de prédation que pour la première fois, on peut avoir une idée de leur tactique de chasse et surtout de comment ils mettent ces dernières en place au sein de leur système social. Ce que je trouve fascinant chez les requins qui évoluent dans les eaux de Fakarava, c'est leur système social. La question est, pourquoi forment-ils des groupes sociaux? En restant groupés, si un requin envoie un autre attaquer une proie, il peut en profiter. Disons qu'il y a un poisson ici. Un requin le repère, il attaque, mais le poisson s'enfuit. Un autre requin voit celui-là chasser un poisson. Il repère le poisson et réussit à l'attraper. Les requins se déplacent en groupe. Donc si l'un d'eux cherche à manger et repère une proie, un autre peut en profiter. C'est simple, mais ça permet de créer des liens sociaux. La théorie des binômes semble une hypothèse sérieuse. Complices ou concurrents, ces duos de chasse sont-ils toujours composés des mêmes individus et actifs toutes les nuits? Car le besoin d'un requin gris n'est que de 3 à 5 kilos de poissons par semaine. Il n'a donc théoriquement pas besoin d'aller chasser toutes les nuits. Les puces électroniques vont aider l'équipe à répondre. Laurent invente une méthode pour les poser. J'attrape le requin, je le tourne, je passe le nœud coulant. Voilà, là, je ne suis pas convaincu, moi, d'arriver à fermer le nœud coulant avec une seule main. C'est un nœud que tu connais, là? Ok, ça marche. Il est bien. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut que tu aies du mou derrière moi, parce que sinon, il est serré sur mon poignet à moi, quoi. L'idée, c'est lâcher la queue. Exactement. Et c'est vous qui tirez. Parce que là, je le sentirais. On passe au plan un peu plus hard. Okay. On lâche. Mine de rien, là, c'est quand même la partie la plus importante de la mission qui se joue, quoi, hein. Est-ce que ça marche, cette méthode-là, qui n'est pas du tout agressive, ou est-ce que ça marche pas, hein. Donc, c'est un essai. Ouais, c'est un essai, mais ça serait bien qu'il soit conclu, hein. Tu prends le sac. Allez, bonne chance. Partout ailleurs, les scientifiques pêchent les requins à l'hameçon pour les marquer. Ici, notre idée consiste à les immobiliser à la main, puis les passer au lasso. C'est moins brutal, mais c'est un pas dans l'inconnu. Et le risque de morsure augmente. L'une des difficultés avec la mise en hypnose, c'est le poids de l'animal. Un requin coule quand il ne nage pas. Quand je l'immobilise, il a tendance à retomber et sa mâchoire vient au contact de mes jambes. Il faut que ça marche cette nuit, pour convaincre Yanis et Charlie qui doutent un peu de notre méthode. Ok Yanis, tu peux donner un peu de mou? Ouais. Johan, attention Yanis, je vais le tirer de l'autre côté. Où, là? Ouais, super. Le mou, là. Le mou. On en a un les gars. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Ah, le voilà. Oui, c'est bien. Attention, touche pas. On y va. Ferme.
Donc lorsqu'on retourne le requin, en fait, ça le calme et ça nous permet de travailler beaucoup plus sereinement. Aussi pour le requin, il est beaucoup moins stressé en fait lorsqu'il est à l'envers. Yanis Papastamathiou va tenter d'implanter une des puces électroniques. L'accéléromètre intégré révélera tous les mouvements du requin, ses phases d'activité comme celles de repos. La surface de sa peau est très dure, hein? Il y a plusieurs couches de muscles à traverser. On dirait qu'on fait des incisions douloureuses, mais ce n'est pas le cas. Tout d'abord, il faut savoir que les requins ont un mode de vie très violent, surtout lors de l'accouplement. Le mâle mord la femelle, et cette dernière peut en sortir bien amochée. On en trouve beaucoup avec de grosses entailles, plus grosses que celles qu'on est en train de lui faire. Ils sont naturellement parés à être blessés. En conséquence, ils ont un système immunitaire en béton. Ils cicatrisent très très vite. On a déjà retrouvé des requins 2 jours après des marquages et ils avaient cicatrisé. Ouais, cette méthode en fait de capturer les requins sous l'eau, c'est pas simplement faire un show pour rattraper les requins sous l'eau. C'est une méthode très sélective pour attraper les individus que l'on veut, que ce soit d'avoir une gamme de taille qui va de petits requins à gros requins, mais aussi de pouvoir sélectionner mâles et femelles pour avoir un échantillon correct de la population. Et en plus, cette méthode nous permet donc d'éviter de pêcher le requin, donc en évitant d'avoir un hameçon dans la gueule. Donc on a des requins qui vont récupérer beaucoup plus facilement. C'est bon, on la relâche? 1, 2, 3, retourne là et relâche-la. Vas-y. Elle part toute seule, parfait. Au moins, on sait qu'elle est en bonne santé. Ok les gars, on se prépare pour le suivant. Combien de requins tu as marqués dans ta vie? Dans ma vie, je dirais plus de 2000. Tu les trouves comment, ceux-là? Ils sont faciles à manipuler? Tu sais, il faut être très prudent avec eux. Ils peuvent changer de comportement en un quart de seconde. Ouais, t'as raison, il faut faire attention. Il faut rester calme et y aller doucement. Si tu ne gardes pas un œil sur sa tête, tu vas te faire bouffer. Le suivi des requins marqués via les puces électroniques va durer 1 année. On devrait tout savoir de leurs faits et gestes. S'ils quittent la passe ou s'ils y restent. S'ils chassent toutes les nuits, s'ils le font tous ensemble, et si les cycles lunaires les influencent. La méthode du lasso fonctionne. Et les autres requins ne m'attaquent pas. Les comportements solidaires de défense n'existent pas au sein de la horde. Un, 2, 3. On a soit une morsure de reproduction, soit une morsure lors des attaques des proies, où ils peuvent se mordre entre eux. C'est un mâle, les gars. Notre premier. Ce requin est plus gros. C'est l'occasion pour Yanis d'essayer sa caméra espion. Allez, reviens-moi vite. Retourne-le. C'est bon? Ok. Ouais, c'est mieux comme ça. C'est bon. On le retourne et on le relâche. Je dois vous avouer que quand Johan m'a dit que des plongeurs attrapaient des requins au lasso pour leur mettre des balises, je me suis dit non, c'est impossible. Mais bon, vous m'avez prouvé le contraire. Il ne connaissait pas. C'est ça, tu me connaissais pas. Tu nous connaissais pas.
Bah là, on est tout content, mais la morsure, elle peut vite arriver, là, quand même. T'es pas loin, hein. Il y a eu 2 fois, t'étais proche. Ouais. Bah, il se tourne. Il tourne comme ça, tu vois. Je peux vous dire que nous aussi, des fois, c'était pas loin. Faudrait pas qu'on se fasse mordre, hein, quand même. Cette première nuit est un soulagement. Nous avons marqué 9 requins. Mais il faudra d'autres nuits pour atteindre notre objectif de 40. Attention. Donc là, il faut que nous, on soulève un peu pour que ça baisse de l'autre côté. Hop. Ça passe. Attention là. Le bois. Pratique, hein. Quand on va être sous l'eau avec tout ça. Encore. Il a fallu 9 mois pour réaliser cette arche, imaginée par Laurent. Antonin Gilbert et Thibaut Roby en sont les pilotes d'essai. L'arche, c'est le mariage de la photo et de la vidéo. Figer une scène de chasse au centième de seconde et, grâce aux 32 caméras synchronisées, se déplacer dans l'image en 3D. Quelle sera la réaction des requins face à cette imposante étrangeté? 2 rayons laser permettront aux plongeurs de viser et de centrer au mieux les scènes de prédation. Tu vois, les 2 lasers, ça va quand même vraiment nous aider à cibler, quoi. Ouais. Puis si tu prends un tout petit peu d'angle Parce ici, que tu le perds en forcément, bas. si on arrive à poser l'arche au fond, on sait que l'arche, elle est posée au milieu et que ce que ça filme, c'est bien le centre. Vous arrivez sur une zone, vous vous placez parce que vous pensez que c'est là que ça va se passer. Vous faites le point, en quelque sorte, enfin, vous vérifiez que c'est au bon endroit, et tac, vous coupez les lasers. Parce que là, on les voit pas, mais dans de l'eau chargée ou la nuit, tu vois, on va voir les 2 rayons, on va voir 2 épées de Jedi qui traversent le truc, là, c'est pas terrible. Les comptages de Johan révèlent 416 requins, puis 480. Le chiffre devrait monter à l'approche de la pleine lune. Le jour, les requins forment 3 groupes, que les plongeurs appellent des murs. Cette expression vient des explorateurs, dans les années 60, qui ont vu pour la première fois des centaines de requins alignés. Une vision très inquiétante à l'époque. Ces murs se forment à des endroits précis, dans les veines de courant principal. À chaque fois qu'ils sortent de la veine de courant, ils viennent s'y replacer, comme un oiseau le fait dans les vols groupés en V pendant les migrations. Ils ne s'arrêtent que pour les soins dentaires des poissons nettoyeurs. Comme prévu, la caméra espion se détache bien du requin. Yanis Papastamatheou cherche des indices de comportement de la horde. En visionnant les images, on voit que notre requin espion est souvent dans le sillage d'un autre requin clairement identifiable, auquel il manque un bout d'aileron dorsal. Y aurait-il une forme de lien social entre ces 2 requins? La composition de la horde ne serait donc pas seulement liée au hasard. Ce qui pourrait suggérer que des liens sociaux régissent en fait toute la horde de Fakarava. Mais ces liens persistent-ils la nuit, quand les requins chassent? On espère que les puces électroniques répondront à cette question.
L'arche est enfin prête. Avec Antonin et Thibaut, nous commençons les essais de flottabilité. Sa conception était passionnante. Il a fallu trouver le bon rayon de courbure, l'espacement entre chaque caméra, des matériaux à la fois légers et indéformables. Pas mal, ouais. Très légèrement. Pour l'instant, ça flotte, hein. Ça touche pas. Là. On ne sait pas encore s'il sera facile de s'approcher d'une prédation, mais on a tous la sensation de tenir entre nos mains une machine futuriste, une clé magique pour contempler le monde sous-marin autrement. Je suis impatient d'observer ces premières images de chasse, de les montrer aux scientifiques et de voir leurs réactions. On se rapproche de la pleine lune de juin. Tout s'accélère. Les bancs de poissons continuent d'envahir la passe. Ils vont bientôt pondre et attirent de plus en plus de requins. Après que l'arche nous a traversé l'esprit, aujourd'hui, elle traverse la passe. Enfin, l'idée devient réalité. Bientôt nous serons prêts pour l'amener la nuit avec les requins. Antonin et Thibaut sont aux commandes, concentrés. Même sous l'eau, je les entends s'exclamer. Les résultats sont prometteurs. On va pouvoir visualiser avec plus de précision le placement des requins lors d'une attaque. Il ne faut pas voir la passe comme un garde-manger bien rempli, mais plutôt comme un tapis roulant de nourriture qui s'accélère à l'approche de la pleine lune de juin. Une distribution enfin suffisante pour rassasier notre horde de requins. Tour à tour, des dizaines d'espèces de poissons arrivent depuis l'intérieur du lagon, comme si elles avaient croisé leurs agendas. La passe déborde de vie. Tous se positionnent aux portes de l'océan pour bientôt expulser leurs œufs et leurs semences dans le courant, vers le large, et donner une chance aux larves de survivre loin des prédateurs du récif. Pour le moment, il n'y a que quelques mérous dans la passe, mais bientôt ils seront à nouveau 18 000. Les requins le savent. Le rendez-vous galant va tourner au guet-apens. De jour, les poissons sont trop alertes. Les requins préfèrent s'économiser. Une trêve tacite s'installe. Pendant qu'Antonin et Thibaut s'évertuent avec l'arche, Yanis, pour sa dernière nuit de mission, pose enfin la 40e et ultime puce électronique. La nuit, les poissons, à moitié endormis, voient moins le danger arriver. Le requin en profite, mais tout seul, il rate la majorité de ses attaques. Les vidéos à 1000 images secondes permettent de comprendre les différentes phases d'une prédation. C'est sans doute le bruit, la vue et le mouvement qui attirent le requin. Mais dans la pénombre, le requin a un atout supplémentaire. Il détecte les champs électromagnétiques que produisent les poissons grâce à ces cellules sensibles qu'il a tout le long de la gueule. Les ampoules de Lorenzini. Cette stimulation électrique n'agit qu'à 10-20 cm de la gueule du requin. Au-delà de cette distance,
seuls les mouvements du poisson sont détectables par le requin. Si le poisson fait le mort, il passe inaperçu. Le requin solitaire reste maladroit. L'équipe démontre que son salut repose dans la horde. L'analyse de nos images révèle que la horde réussit 25% de ses attaques. En comparaison, une meute de loups, pourtant si réputée, n'atteint que 14%. Même si les loups, à l'inverse des requins, partagent leur proie. Les photos montrent l'encerclement des proies pour fermer toutes les issues de secours. Mais si le collectif est clairement une force, il devient un handicap une fois la prise réussie et que chacun revendique sa part. Mais à Fakarava, où les proies abondent, tôt ou tard sont rassasiées toutes les mâchoires. Pour comprendre la horde, aucune discipline n'a été laissée de côté. Éric Parmentier, professeur à l'université de Liège en Belgique, a une passion pour la morphologie de nos chers prédateurs. Spécialité dents de la mer. Tout le monde a cette image en tête, on voit très bien le requin qui est très profilé, notamment ici au niveau de la tête. Et ben, lorsque l'animal va se nourrir, on peut voir en fait qu'elle peut être déformée. On n'a plus quelque chose qui est bien rectiligne, mais à la place, on va avoir une marche d'escalier qui va précéder l'ouverture de la bouche. Donc en tant que morphologiste, on se pose aussi des questions sur comment est-ce qu'un animal est capable comme ça de pouvoir déformer son corps pour se nourrir des poissons. Si le requin se nourrit de petites proies, il va avoir une technique qui est celle utilisée par beaucoup de poissons, qui est simplement d'ouvrir une large bouche. Cette large bouche, elle va servir à aspirer un paquet d'eau et en aspirant ce paquet d'eau, aspirer la proie qui est contenue dans l'eau. Cette aspiration, elle est obligatoire. Sans elle, pas possible de faire rentrer la proie dans la bouche. Prenez par exemple votre canard jaune, vous prenez votre canard jaune préféré, vous le mettez dans une baignoire, vous mettez vos mains dans le dos, à genoux dans la baignoire, et vous essayez d'attraper le canard jaune uniquement avec votre bouche. Ça ne marchera jamais. Il faut être capable de créer une aspiration pour que l'eau rentre dans la bouche et le canard suivra. Lorsque la proie devient trop importante, comme un mérou par exemple, l'aspiration seule ne suffit plus et le requin est obligé d'avoir recours à un autre mécanisme. Et pour essayer de comprendre, il faut savoir comment sont constituées les mâchoires supérieures et inférieures des requins. Alors que va-t-il se passer lorsque l'animal va ouvrir la bouche ? Les ligaments de la mâchoire inférieure vont se tendre, les ligaments de la mâchoire supérieure vont se tendre, ce qui veut dire que sous la tension, les dents vont avoir tendance à se redresser. En plus de ça, le requin possède un muscle qui est situé entre la mâchoire supérieure et l'avant de l'œil. Lorsque le muscle va se contracter, les mâchoires vont se décrocher. C'est exactement comme si on décrochait le dentier et qu'on le tirait vers l'avant. Donc on a un décalage et les dents vont sortir comme ça, vers l'avant. Et ça, c'est génial parce que avec les dents du dessus et du dessous qui viennent verticalement dans la proie va se retrouver complètement poignardée. C'est ce qui se passe avec les mérous. Alors, c'est bien joli, mais on n'a que la moitié de la proie qui est dans la bouche. Il va balancer très fort la tête de gauche à droite et toutes les dents en série vont agir comme des scies qui vont pouvoir cisailler complètement la proie. Les mâchoires sont ultra efficaces, mais elles ne servent à rien si la proie reste tapie. À force d'observation, nous avons fait une découverte troublante. Les requins gris suivent les requins pointe blanche, appelés aussi requins corail ou mamarous. Capables de se faufiler dans les trous et d'en sortir à reculons, eux seuls savent débusquer une proie cachée dans le récif.
Ah voilà, ça bouge un peu là. Tu vois, Johan, ça c'est l'idée qui nous est venue. On a commencé vraiment à rentrer dans la mêlée. On s'est aperçu que souvent il y avait ça dessous. Tu avais les mamarous, enfin les pointes blanches, ouais. qui eux sont vraiment capables d'aller fouiller le corail. Et chaque fois que ça s'agit dans le corail, alors les requins gris se tiennent au-dessus. C'est toujours les premiers. Ben, C'est ça, hein, chaque mêlée, ouais. Et après, il y a deux issues. Soit le requin corail trouve sous le corail une proie à sa taille, il l'avale sans même sortir du corail, et les requins gris ont rien. Soit il débusque un mérou, quelque chose de trop gros pour lui, et ils sont tous à l'affût à attendre que ça soit débusqué parce qu'eux ne savent pas le Ça faire. peut aussi que les mamarous, quand ils cherchent sous le corail, ils débusquent un poisson par hasard, un autre. Les pointes blanches prospectent beaucoup plus finement et en détail le moindre interstice de corail. Voilà, mais ils débusquent des proies qu'ils ne visaient pas. Pointe blanche sont beaucoup plus flexibles. On les voit, on les voit pousser sur les nageoires. Ah bah oui, oui. Oh là là. Défonce le corail. Oh là. Ils mordent de partout. Cette relation d'opportunisme dévoile une nouvelle facette du fonctionnement social de la Horde. C'est un résultat d'importance. La Horde est capable d'exploiter les atouts d'une autre espèce. Les puces électroniques de nos 40 requins envoient leurs informations chaque fois qu'elles passent à proximité d'une des antennes réceptrices. Au bout d'une semaine, Johan et Antonin relèvent les données pour faire un premier bilan. Les antennes seront remises en place le soir même. Donc il y a une couleur différente pour chacun des requins qu'on a marqués. Voilà. La journée, ils sont vraiment sur le mur, ce qu'on observe d'ailleurs sous l'eau. On voit bien ces espèces de boucles, chaque fois ils reviennent au même endroit comme ça. Ouais, voilà, on a vraiment là deux groupes. Un groupe qui vraiment reste sur la... Côté océan. Côté océan, sur le tombant. Et après, on a un groupe qui est beaucoup plus mobile, qui lui, utilise surtout ça la journée, toute cette zone. Et en fait, la nuit, il s'avance beaucoup plus dans cette zone. J'aimerais bien qu'on s'aperçoive qu'il y ait des individus qui quittent les lieux pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ça va arriver. Ça va arriver. Il y aura toujours une proportion de la population qui va... Parce que la population, là, on est vraiment au pic en général du nombre de requins dans l'année. Même en termes de gestion de l'espace, si on montrait aux autorités de la réserve qu'effectivement les requins ne vivent pas que là, que certains d'entre eux partent vivre et donc ont besoin d'autres espaces pour accomplir tout leur cycle, ça pourrait être intéressant en termes de gestion parce que ça pourrait être le début de l'intérêt d'agrandir l'espace protégé. Tout à fait. Et aussi, ce qu'on va pouvoir voir, c'est est-ce qu'il y a des leaders. On voit qu'il y a des groupes de requins qui bougent un peu ensemble, donc voir si c'est toujours le même qui lance le déplacement. Essayer de trouver s'il y a des interactions, s'il y a des requins qui se suivent. Il y a toujours ces deux là qui s'amusent en début de passe. Là. Ça a l'air copain. Ouais. T'as du requin sur la planche. À 9 jours de la pleine lune, tous nos protocoles sont en place. Il nous reste juste assez de temps pour aller explorer les passes d'autres atolls. Existe-t-il d'autres hordes de requins? Chassent-elles aussi en groupe après le coucher du soleil? Des rumeurs circulent. Reste à les vérifier. Nous partons avec Thibaut, Cédric et Yannick. Tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 atolls qui donnent envie. Non, c'est sûr qu'on commence par Toahu. Parce qu'en plus, Toahu, c'est 2 spots. Donc on peut imaginer rester quelques jours ici, repasser ici et rester quelques jours avant de revenir à Fakarava. La vraie passe de Toahu, celle qui nous intéresse quand même pour les mérous, les requins et éventuellement plongée profonde, elle est très exposée. C'est pas parce qu'on a l'expérience des 3 années à Fakarava
je caricature, mais ça nous sert presque à rien, notre expérience. Au contraire, ça peut nous donner plein de fausses idées. Par exemple, Toao, courant sortant, il ne faut même pas y penser. C'est une catapulte. Tu es dans une sarbacane et tu te fais propulser à l'intérieur. On commence par la plus difficile. Bah c'est bien. Ben, ouais, non, mais pourquoi pas. Au moins, ça nous mettra très prudents pour les suivantes, je pense. Voilà. Sur la carte, leurs traits apparaissent à peine. Les atolls sont de maigres couronnes à ras de l'eau. Mais comme dans mes rêves où l'on vit de l'océan, les atolls sont une chaîne de montagnes dont on ne voit que les sommets. Pour comprendre la passe, il faut regarder aussi les pentes externes. Car peut-on apprécier une oasis si l'on ne connaît pas le désert qui la porte ? Les requins ont-ils un intérêt à fréquenter les grandes profondeurs? Les poissons s'y font rares. Cette forteresse de 2000 mètres de haut n'est qu'un empilement de coraux fossiles. Le squelette géant du récif qui a poussé pendant plus de 70 millions d'années au fur et à mesure que l'île originelle s'enfonçait. En surface, les coraux, tout à la fois, bâtissent et s'érodent. Ainsi pleurent sans cesse des larmes de sable vers les abysses. Un volume vertigineux. Le dénuement des profondeurs rend plus précieux encore le foisonnement de vie qu'on trouve dans la passe. Les rares requins croisés ici font-ils partie d'une horde qui vit plus haut? À 100 mètres de fond, il n'y a pas de courant. Mais dans la passe que nous avons rejoint, c'est une autre histoire. Aucune chance de voir ici des centaines de requins se reposer comme à Fakarava. Aspirer, tu descends, tu te fais aspirer, t'as les palmes qui montent. Toi, c'est ta... moi, juste la rampe de flash, hein. Difficile. Je me suis dit, la caméra, là, l'autobus devant Yannick, ça a fait... C'est difficile de plonger dans cette passe quand le courant est fort. C'est pas du tout comme à Fakarava où on arrive à plonger quel que soit le courant. Plonger, ça va, mais travailler, quoi. Là, dans le courant, tu te laisses aller, juste quoi. Se laisser aller, ça va, mais s'arrêter dans le courant et essayer de faire quelque chose ici... Il y a moins de chasse parce qu'il y a quand même moins de poissons, il y a moins de cachettes à poissons, il y a moins de poissons de corail, non? Par rapport à Faka. Faka, c'est dense. Rien ici ne ressemble à ce que l'on voit de jour à Fakarava. Mais qu'en est-il la nuit? Avec Thibaut, Cédric et Yannick, nous allons vérifier. Ça, c'est en cas de blessure, ça nous fait un garrot. Ça peut faire aussi un pansement en cas de morsure. Hein. Imagine, t'as tout le bras là qui pend comme ça. C'est pareil, c'est pas mal de foutre la cagoule la nuit. Il n'y a pas à se perdre, bordel. Reste ensemble. C'est tout. C'est pas parce qu'il n'y a pas à se perdre dans la vie que tu te perds. T'as pas le droit de tomber d'un bateau. Pourtant, il y en a qui tombent et ils meurent. Carton jaune, ok? Carton jaune, si tu mets pas ta cagoule. J'espère qu'on va pas être catapulté à l'intérieur de la passe en 25 minutes. C'est à 25 mètres le seuil. Oh là là, les gars, je galère avec la carte, je force. Quelle profondeur? Nous sommes 30 mètres.
Toutes les passes visitées sont râpées, érodées par des courants trop violents. Le corail peine à s'y fixer. Les requins ont peu à gagner à traîner par ici. Le courant nous catapulte en dehors de la passe en moins de 20 minutes. On va chercher les autres. 20 mètres. Ingérable. Ingérable. Eh ben, c'est pas réjouissant tout ça. Hein. Cette situation équivalente à la passe de Fakarava Sud, qu'on essaie de trouver dans les autres atolls qu'on est en train de visiter, et en tout cas pour l'instant on l'a pas trouvé quoi. Parce que le courant il est pas linéaire. Il te tire en haut, il te tire en bas, il te déchire en deux. Je crois qu'on ne se rend pas compte du potentiel extraordinaire de Faka Sud. C'est la passe parfaite. Hein? T'as encore eu peur. Il a... Voilà. Là j'ai peur. Oh putain, des plongées comme ça, non. Hein. Il est tard. On va dormir. Avec ses courants modérés et ses coraux florissants, Fakarava est sans équivalent. Les 700 requins sont ici et nulle part ailleurs. L'équipe est de retour à 3 jours de la pleine lune et des pontes massives, événement majeur pour la passe. Depuis 5 semaines, les acousticiens installent des micros de l'entrée du lagon jusqu'au seuil de l'océan. L'objectif est de savoir si l'intensité sonore varie et change de nature quand les requins sont excités par les pontes et que leur chasse se multiplie. Cette ambiance sonore est le fait de dizaines d'espèces. Éric Parmentier et Loïc Kéver ont pour ambition d'enregistrer des poissons un par un, pour décrypter le brouhaha général et obtenir un code-barre acoustique des lieux, à différents moments de la journée et du cycle lunaire. En fait, le monde du silence, si cher à Cousteau, il est sacrément bruyant. Ceci dit, je suis persuadé que Cousteau, il savait que ça gueulait. Tu peux me passer baliste à puce, s'il te plaît? Ce qu'on observe dans la passe, c'est que de jour ou de nuit, ce sont des sons différents. Donc ça veut dire que, évidemment, on peut le comprendre aisément, hein, le poisson ne va pas passer 24 heures à gueuler. C'est physiquement impossible, il a d'autres choses à faire dans la journée. Et ce qu'on observe dans les premières analyses, c'est que les poissons ont des périodes bien précises, hein, qui leur sont un peu réservées. Et pendant ces périodes, ils vont faire du son. Il y en a certains, ça va être au début d'après-midi, d'autres, ça va être à la tombée de la nuit, d'autres, ça va être entre 10h et midi. Alors c'est très cool d'avoir autant de sons parce qu'on peut essayer d'étudier ce qui se passe pendant le jour, ce qui se passe pendant la nuit, à marée rentrante, à marée sortante, la nouvelle lune, la pleine lune, etc. Par contre, on se retrouve avec un gros problème qui est simplement, mais
qui dit quoi. Les sons de stress, on pourrait aussi les comparer par rapport au son que va faire le poisson s'il est chassé par un requin, par exemple. Tu me dis si tu sens quelque chose aussi. Hein. Ouais. On peut aussi essayer de voir si, d'un point de vue sonore, on peut essayer de détecter l'attaque des différents requins sur les mérous. Le but du travail sur le long terme, c'est de pouvoir rester les pieds au sec, tremper un micro dans l'eau et pouvoir décrire ce qui se passe en dessous. Pouvoir identifier les différentes espèces qui sont présentes, comprendre ce qu'elles se disent et donc ainsi suivre l'évolution de la passe de Fakarava. Donc une étude envisageable, et finalement une étude qu'on est en train d'initier ici pour le moment, c'est d'être capable de réaliser un genre de sonothèque. Mais on peut aussi utiliser cette sonothèque 5 à 10 ans plus tard, à nouveau pour réaliser des comparaisons de la biodiversité de la passe, ce qui est intéressant dans le sens où financièrement ça revient beaucoup moins cher que de prendre un bateau, prendre des plongeurs, les mettre à l'eau le jour, la nuit à pleine profondeur. Il suffirait de pouvoir descendre un micro, d'enregistrer pendant, mettons, une période de 24 heures à une période précise de la journée et faire des comparaisons pour pouvoir donner un état des lieux, un état de santé de la passe. Les requins sont muets et leur nage presque imperceptible en fait les prédateurs les plus furtifs de l'océan. Eric cherche donc à détecter et dénombrer les requins indirectement, par la quantité et la nature des cris d'alerte qu'ils déclenchent chez les poissons. Rendez-vous avec Laurent au QG. Eric a déjà isolé du brouhaha sous-marin le cri d'alerte du Myripristis, le poisson écureuil. Un poisson écureuil dans cette position-là, c'est sûr qu'il hurle. Il hurle, et alors, pas de bol pour lui, il hurle dans les fréquences qui sont détectées par les requins. Ouais. Le requin, il est capable de sentir les sons, mais pas d'entendre les sons. Si je veux faire une comparaison, tu vas à un concert, tu te mets à côté des baffles, ouais. Tu sens le son et tu entends le son. Ouais, voilà. Si tu recules des baffles, tu ne fais plus que entendre le son. Ça veut dire que ça marche qu'à une certaine distance? C'est effectivement le cas. Par contre, les requins ont aussi, comme tous les poissons, une ligne latérale. Oui, comme tout, ouais, voilà. Voilà, qui part ici tout le long du corps et qui vient se ramifier comme ça au niveau du... Ça, c'est des capteurs de pression. Des capteurs de pression, mais aussi des capteurs de mouvement. Et ça peut être bien pour la chasse. Nos requins sont toujours muets. Pour le moment, personne n'a enregistré des sons qui servaient à la communication chez les requins. Maintenant, les requins font du son. Quand tu as une activité, quand tu manges, quand tu marches, tu fais du son. La conséquence de leur activité, mais pas un son qu'ils produisent. Voilà. Alors la frontière, elle est ténue. Laisse rentrer une femme avec des talons aiguilles dans une pièce, tous les mâles vont se retourner. Est-ce que la femme voulait envoyer un message ou pas? En tout cas, elle n'a pas parlé. Elle n'a pas parlé, mais tout le monde sait qu'elle est là. Donc il n'y a pas de son pour la communication, mais par contre, il y a ce qu'on appelle des sons qui sont des sons hydrodynamiques. Tu déplaces de l'eau, tu crées une onde. Ouais. Sur le seuil du QG, le dernier instrument mis en place est capable de réaliser, sans l'aide d'aucune lumière, des échographies de la passe. Laurent tient à savoir si la lumière des caméras influence le comportement des requins. Le biologiste belge, Damien Sonny, va pouvoir analyser ce qu'il se passe avant et pendant le passage des plongeurs. Alors là, je suis en train d'observer avec la caméra acoustique le milieu de la passe. On est vraiment à proximité du mur des requins. Et grâce à la caméra acoustique, j'ai une vision ici un peu comme un gynécologue finalement, un gynécologue pour requins, on peut dire ça comme ça. Je ne dérange absolument pas les animaux, je n'émets pas de lumière, mais je vois leurs échos. Et la caméra a une telle résolution que je vois la forme et je sais distinguer les requins des autres poissons. Damien a demandé à Laurent de passer avec l'arche dans la zone échographiée par ce qu'il appelle sa caméra acoustique.
plongeurs qui arrivent là. Et les requins sont tout autour d'eux. Les requins ne sont pas impressionnés par l'arche et continuent leur chasse jusque dans nos pieds. Que ce soit dans les phases de repos le jour ou lors des attaques la nuit, il se confirme de plus en plus que des binômes se forment, des sous-groupes complices qui marchent ensemble. L'arche remplit enfin sa mission, comprendre ce qu'il se passe au cœur d'une attaque. Le rabatteur à droite, le profiteur à gauche. Les ralentis mettent en évidence ces duos de chasseurs. Il y aurait donc, en plus de la synchronisation générale de la horde, un autre niveau d'organisation, lié à des intérêts communs et momentanés. La proie peut s'échapper une fois, 2 fois, mais pas indéfiniment. Cette coordination, c'est un mélange de coopération et de concurrence. On se surveille plus qu'on ne s'entraide, mais ça marche. Si l'un échoue, l'autre en profite. Le dernier comptage de Johan indique près de 600 requins. Les rangs des prédateurs se resserrent un peu plus chaque nuit. Leur concentration nous fascine et les paris sont ouverts. Combien de requins sur cette simple photo dont ils semblent déborder ? Moi, je dis pas... On plonge pas au cœur de la meute. On est la meute. C'est pas faux. On fait partie de la meute. Ouais, c'est la sensation que j'ai eue. Et dedans, t'es avec eux. À un moment donné, t'as envie d'en prendre 2 en accolade comme ça. Et de continuer avec eux. Hein? T'as envie de les avoir avec toi. C'est tes copains. Moi, il me semble, je me demande si j'ai pas un aileron dorsal qui me pousse dans le dos. Il y en avait partout, ils nous ont pas lâchés. J'ai l'impression qu'il y en a chaque année un peu plus. Les petits, il y a beaucoup de petits. Et voilà, il y a plein de petits qui sont gros comme ça là. J'ai l'impression qu'il y en a un qui t'a dit papa. Je n'osais pas le dire. C'est marrant, c'est maintenant qu'on est au milieu qu'on prend du recul. Je vais la noter. Oh, peut-être celle-là. Tu sais quoi, Yannick, tu vas la répéter demain. Ça c'est sûr, ou dans 2 jours. Et il va se dire, putain, je suis intelligent. C'est ce que j'ai dit. Hello Damien, qu'est-ce que nous dit le gynécologue de la passe? Alors, vous êtes mis à l'eau à 1h55 du matin. Ouais. Là, il est 2h05 du matin. Donc, il n'y a pas encore d'influence de lumière sur la zone. Et ce qu'on voit là, toutes les échos qui bougent, ce sont des poissons, ce sont les proies. Et on voit par contre qu'elles sont assez mobiles, assez actives. Ouais. Deuxième séquence, donc on avance dans le temps. Là, on est 2h13 du matin. L'extrémité du halo lumineux arrivait sur ma zone. Les proies sont toujours assez actives. Je te laisse apprécier ce qui se passe. Ah, les poissons, ils ont disparu. Ça se calme. Assez rare. En poissons, 1 minute, ouais. t'as quasiment plus de proies. Ouais. Ah la vache, plus de poissons. Voilà. Ils s'en vont pas, ils se taisent vraiment. Oui, on voit bien qu'ils quittent pas, ils disparaissent simplement de l'image. Et puis alors, la séquence suivante, vous vous éloignez et progressivement, on revoit les proies apparaître. Réapparaître. Ah, ouais. Donc la tempête est passée. Ça, c'est bien. Ça confirme cette drôle d'intuition qu'on avait, que effectivement, quand on éteignait toutes nos lampes, on voyait les poissons ressortir.
Et c'est un peu paradoxal, ça va quand même contre une idée reçue qui consiste à dire quand on met une lumière dans l'eau, on attire tous les poissons. Alors, est-ce que c'est la lumière qui fait planquer les poissons, ou est-ce que c'est la lumière qui attire les requins et qui effraie les poissons? La densité de requins effraie les poissons. En tout cas, ils anticipent le phénomène. En tout cas, ils anticipent. Ça, à chaque fois. Parce que c'est immédiat, avant même que les requins arrivent. Dès qu'il y a la lumière, ils se planquent. Je ne suis même pas sûr que ça soit la quantité de lumière qui compte. C'est juste, est-ce qu'on se voit, est-ce qu'on ne se voit pas? Quand on plonge en pleine lune, on n'a presque pas besoin de lampe, en fait. On rajoute de la lampe parce que nos caméras en ont besoin. Mais pour ce qui est de s'orienter, de voir le décor, la lumière d'une pleine lune suffit largement à une plongée nuit. Et quand on plonge avec une pleine lune, il n'y a pas du tout ces poissons qui sont en pleine eau, ils sont planqués. Donc ça veut dire que peut-être que nous, avec notre lumière artificielle, ponctuellement, on recrée les conditions d'une pleine lune. C'est pas nous qui attirons les requins dans la passe, ils y sont. Simplement, nous, on est la petite goutte qui transformons une nuit banale en une nuit de pleine lune. On leur offre des pleines lunes tous les jours. Voilà. Ah ouais, non, c'est quand même top, là. On voit vraiment bien, hein. Déjà 50 nuits de plongée. Ce soir, c'est la pleine lune. La nuit la plus importante pour les requins et pour nous. Tout le monde s'affaire, silencieux, comme si 1 mois de préparation et 3 années de repérage n'avaient pas suffi. La caméra de surveillance donne l'alerte. Comme l'année dernière, les mérous reviennent en masse. Ils sont solitaires toute l'année, mais se regroupent pour leur ponte annuelle. Ils connaissent l'heure du rendez-vous depuis toujours, la pleine lune de juin. Et pas besoin de regarder le ciel pour vérifier. Toutes les femelles sont pleines. Cette ponte collective présage du pic d'abondance des requins. Le dernier comptage de Johan se rapproche des 700 d'il y a 3 ans. L'événement va amplifier les chasses, nous permettre de multiplier les observations et vérifier nos dernières hypothèses sur le fonctionnement de la horde. L'attaque arrivera cette nuit, depuis l'intérieur de la passe où ils se reposent. Le compte à rebours du massacre est lancé. Les mérous ont envahi la passe. 1 an d'attente pour 30 minutes de ponte. Quel sera le plan de bataille des requins? Les mérous, ils sont quand même ils sont plus C'était drôle. Quand t'es plus qu'à quelques jours, tu sens que là, ça se vide et que ça vient quand même se concentrer plus dehors. On est vraiment sur l'entrée de passe. Ouais. Et les requins, en journée, il y en a moins que ça. Il y en a moins, ouais. Ils sont deux. Et puis voilà, ils sont surtout sur le seuil. Ils sont pas là. Au seuil, j'en ai compté 100 l'autre fois. Pas autant que ça. Donc faut vraiment les mettre au bord. Et la nuit, il se passe quoi? La nuit, ouais, ils viennent, à mon avis, ils viennent par là. C'est tout dispersé, en fait. La nuit arrive. Et si, par contre, la réalité, c'est que c'était comme ça avant qu'on arrive, et quand on se met à l'eau, plouch, ça fait... Oh, non, qu'ils font les maintenant, j'y crois plus à ça. Ah, pourquoi tu y crois plus? Parce que des fois, tu te mets à l'eau, ils viennent tous, là. T'es sûr que c'est toi qui crée les prédations. Et le lendemain, tu te remets à l'eau avec plein d'éclairage et les machins, t'éclaires comme ça, ils vont chasser que en dehors de l'éclairage, par-ci, par-là.
Donc au final, notre présence, des fois, t'as l'impression qu'elle influe et des fois pas. Dans 3 heures, nous irons retrouver la horde et cette pleine lune tant attendue. La fatigue de 50 nuits de plongée pèse sur nous. Visage marqué, mais esprit volontaire. Parce que tous savent que cette nuit est la dernière. Esclaves de leur instinct, les mérous osent se reproduire ici 1 fois par an. En attendant la ponte, ils se cachent. Ne pas le faire, c'est se condamner. Car à la nuit tombée, la horde se réveille avec l'énergie des affamés. Autour des proies, les requins convergent en spirale. Les tornades de mâchoires finissent en pluie d'écailles. Ces tourbillons fatals recommencent, encore et encore, toute la nuit. Ce mérou a su esquiver déjà 3 mâchoires, mais pas 4. Le poisson perroquet, à moitié endormi, percute le requin. Mais le perroquet s'échappe et le requin gris mord le requin corail. Handicapée par son énorme ventre, la femelle ne peut pas esquiver.
Ses œufs s'éparpillent. Ils sont perdus à jamais. Le paradoxe de la pleine lune, c'est qu'à minuit, au zénith, elle illumine les fonds marins. Mais à 5 heures du matin, basse sur l'horizon, elle ne pénètre plus. Les requins sont dans le noir, fatigués, comme aveugles. Ils relâchent la pression et les mérous en profitent. L'heure de la ponte a sonné. Dans la nuit noire, les requins ne sont plus assez réactifs. Nos éclairages, trop ponctuels, n'y changent rien. Les requins ont évolué, génération après génération, toujours plus efficaces. Mais les proies aussi ont évolué. Les mérous, par leur vitesse et leur timing parfait, ont appris à pondre au moment opportun. Toutes ces ruses, ces adaptations, montre que nous avions une idée fausse, aussi bien sur les proies que sur les prédateurs. Force et faiblesse sont dans les deux camps. Les mérous sont moins vulnérables qu'on ne l'aurait imaginé. Et les requins, pas si redoutables qu'on ne le croyait jusque-là. Le spectacle s'achève quand le jour se lève. La lune continue sa course. Les mérous et les requins se reverront dans 1 an. Qu'un tel morceau de nature sauvage puisse encore exister, nous effraie, nous éblouit et surtout nous rassure. Après 4 années consécutives d'observation, ce prodige de vie animale sort enfin de l'ombre. « 5 mois ont passé depuis la mission. Les puces électroniques livrent déjà leurs secrets. Aussi sauvage soit-elle, la horde obéit à des règles. Les requins sont répartis en 3 groupes distincts. Les comportements des 40 requins marqués sont extrapolés à l'ensemble de la horde. Le jour, ils font la ronde. Ils se reposent. Déjà apparaissent des duos qui nagent ensemble. Quand la nuit tombe, ils se mélangent pour aller chasser, et de nouvelles affinités se forment, comme des sous-unités de la horde. Le constat de ces complicités est une nouveauté. La chorégraphie des spirales peut commencer. Mais sur la longueur, les données révèlent quelque chose de plus remarquable encore. L'activité des requins obéit au cycle lunaire. Bien davantage que la quantité des proies, c'est la quantité de lumière de la Lune qui détermine l'intensité des chasses. Et c'est la première fois qu'une étude montre cela. Chaque matin, les requins, comme disciplinés, retournent dans leurs murs respectifs. À l'exception d'au moins 2 d'entre eux, qui ont quitté la passe et qui, à ce jour, ne sont jamais revenus. Nos puces électroniques vont émettre pendant 1 année. Aussi, nous reviendrons encore l'an prochain. Ces 700 requins ne sont pas si imprévisibles. Certes, ils n'ont pas de chef, mais ils obéissent à la Lune et marchent au pas des courants de la passe. Comprendre leur routine, ce fut notre aventure. 3000 heures sous l'eau, à les observer, à témoigner, chiffres à l'appui, que la horde des requins est plus efficace que la meute des loups. Pour la première fois, il est montré que leurs chasses se traduisent par des attitudes collectives, des chorégraphies dont l'harmonie ne tient pourtant qu'à la nécessité de survivre et au hasard d'un lieu d'exception, la passe de Fakarava,